Je suis actuellement en compagnie de la ministre de l'Éducation, Loisirs et Sports. Il s'agit bien entendu de Madame Marie Malavoie. Bienvenue à l'émission. Merci de nous faire l'honneur de votre Ben, présence. bonjour, Monsieur Fortin, ça me fait plaisir. Vous êtes actuellement de passage dans la région. Vous Oui, étiez là pour l'inauguration de la piscine de l'École secondaire des Grandes Marées. Ça s'est bien déroulé? c'était magnifique parce qu'on a fait une inauguration protocolaire. J'ai annoncé que le gouvernement mettait 1,5 million dans ce projet. Mais en même temps, on a eu une petite démonstration dans la piscine même. Oui. On avait des jeunes qui nageaient, il y avait des jeunes qui faisaient du kayak et qui faisaient un peu de pratique pour voir qu'est-ce qu'on fait quand le kayak se retourne, comment on remonte dessus. Il y avait même des jeunes qui faisaient de la plongée. Alors vraiment, c'était très, très sympathique. J'avais juste envie d'aller à l'eau avec eux. Donc, ça y est, la piscine, c'est officiel, elle est ouverte, Elle est ouverte. c'est lancé. Est-ce que ça allait un peu avec, vous avez la politique du sport que vous voulez mettre en place, est-ce que c'est un peu en lien avec ça? Ben, c'est une belle illustration de ce qu'on veut faire. En fait, au Québec, il n'y a pas eu de politique du loisir et du sport nouvelle depuis une quinzaine d'années. Donc, on fonctionne avec une approche du loisir et du sport, par exemple, qui ne tient pas compte de la réalité d'une population qui vieillit, mais qui veut rester active. Hein, on sait que depuis 15 ans, on le voit, les personnes âgées ont envie de faire des activités de loisirs, du sport, et il faut être capable d'adapter nos politiques, c'est-à-dire nos objectifs, nos moyens d'action, notre financement à ces nouvelles réalités. Et on a mis dans le discours inaugural cette année, Madame Marois, la Première ministre, a bien indiqué qu'elle voulait qu'on ait une nouvelle politique du loisir et du sport. Alors, je travaille ça. Et ce que je vise, en fait, c'est qu'on essaie de développer une politique qui va être capable de tenir compte, bien sûr, des besoins des athlètes, par exemple, de haute performance, Oui. ceux qu'on accompagne, qui vont aller jusqu'aux Jeux olympiques, mais aussi une politique qui tient compte du loisir et des sports pour les jeunes, pour les élèves, mais également pour la population en général. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir, je dirais, de la petite enfance jusqu'au grand âge, Du des loisirs. professionnel à Oui, celui qui le pratique absolument, simplement comme loisir. absolument. C'est une politique qui va vraiment, qui va concerner tout le monde, Oui. tous ceux qui ont un intérêt pour le sport, bien entendu. Mais plus exactement, ça va ressembler à quoi cette politique-là? Quelle forme ça prend? Bon, on est tout juste en train de commencer à travailler là-dessus. Ouais. Ça a été annoncé au mois de novembre. Et donc, pour le moment, on a réuni un certain nombre d'experts et on veut, par exemple, savoir qu'est-ce qu'on va se donner comme population, comme objectif. Alors, Madame Marois, elle a dit quelque chose d'assez spectaculaire. Elle a dit, je veux que dans 10 ans, on soit la nation la plus en forme du monde. Mais une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans une politique comme moyen incitatif. Je vous donne un exemple qui là, est déjà réalisé. Dans le dernier budget, on a accordé un crédit d'impôt de 500 $ par enfant pour des parents qui vont inscrire leurs jeunes à une activité physique. Ça, c'est une chose qui fait partie d'une politique. Mais il peut y en avoir bien d'autres depuis le soutien aux organismes de loisirs, le développement d'infrastructures sportives, jusqu'à des objectifs en lien avec le programme éducatif de l'école. Donc, ça peut couvrir beaucoup de choses, mais surtout, ça donne un signal que si on veut être heureux et en santé, il faut faire de l'activité physique, il faut avoir des loisirs qui nous fassent bouger, et c'est ça qu'on veut développer. Donc, en route vers un Québec en forme. Oui, Un autre sujet, on entend beaucoup parler depuis les dernières années de persévérance et de réussite scolaire. oui. Il y a un programme qui a été mis en place. De quoi il s'agit exactement? C'est quoi les stratégies qui sont amenées pour lutter contre le décrochage? Ben, d'abord, je dois dire, parce que je suis dans votre région, qu'il y a des choses merveilleuses qui se font dans la région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean en termes de persévérance scolaire. Et entre autres, on a bien compris que ce n'est pas un problème simplement de l'enfant quand il décroche. C'est un problème aussi de tout son entourage. Ça le concerne lui, ses enseignants, ses parents, la communauté. Un jeune, par exemple, qui fait trop d'heures d'ouvrage au secondaire après l'école, il n'est pas en forme pour passer ses examens. Donc tout ça, la région ici l'a bien compris et a ce programme du CREPAS là, qui est assez fantastique. Ce qu'on ajoute, nous, de très nouveau, à partir de septembre prochain, donc on est en train de l'élaborer, c'est une maternelle 4 ans à plein temps dans les milieux défavorisés. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que
un bon nombre d'enfants, à peu près 25% des enfants de 4 ans, ne vont pas en service de garde, passent de la maison à l'école. Et ils arrivent en maternelle régulière à 5 ans avec déjà des difficultés ou tout au moins des apprentissages de base qu'ils n'ont pas fait. Et au lieu de dire on va en cours de route tout le long du primaire essayer de corriger le tir, on se dit à 4 ans, l'enfant est encore jeune. S'il a les bonnes stimulations, le bon encadrement, il va arriver en maternelle, puis après en première, deuxième année, déjà en ayant confiance en lui, puis en ayant acquis, par exemple, au niveau du langage. Il faut que l'enfant ait appris des choses. Au niveau de la vie en société, il faut qu'il ait appris des choses. Et ça, la maternelle 4 ans va le permettre. Ça va être vraiment une intégration scolaire pour le jeune. Puis on parle et on entend souvent parler de milieux défavorisés. Je sais qu'il y en a qui ont des visions de bidonville quand on utilise ce terme-là. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par un milieu défavorisé? En fait, ce sont des milieux, on a une façon de classifier les écoles. Il y a des écoles qui sont pour les gens qui connaissent ça, dans les indices, on appelle ça un indice de défavorisation, 9 et 10. Ça veut dire essentiellement qu'ils sont dans un milieu dans lequel les revenus des parents sont très faibles. Donc, si vous n'avez pas les moyens, par exemple, d'offrir à votre jeune un équipement pour pratiquer un sport, pour sortir de chez lui, pour aller en vacances, et c'est sûr que le jeune, s'il reste cloisonné chez lui, a moins de chances que des enfants qui ont beaucoup de stimulation. Souvent, ce sont des milieux également dont les parents sont peu scolarisés. Donc, si vous avez un père, une mère qui n'a pas beaucoup été à l'école, cette personne ne peut pas aider son enfant à faire ses devoirs, par exemple. Ouais. Donc, on a un certain nombre de critères qui permettent de dire ce sont des milieux qui, économiquement, sont défavorisés. Je dis bien économiquement. Parce que dans ces familles-là, on peut avoir de très, très belles valeurs humaines, mais économiquement, ils n'ont pas les moyens d'offrir à leurs enfants. C'est vraiment principalement une question de sous. Mais de sous et d'éducation. Mais comme on disait exactement, parfois les parents qui ne peuvent pas se permettre d'encadrer leurs enfants. Il y a beaucoup d'autres choses qu'au ministère, vous avez des stratégies, des actions, entre autres la violence à l'école pour contrer. Je sais qu'il y a un site Internet, moijagis.com, qui est actuellement actif, que les gens peuvent visiter. Il y a aussi la santé à l'école. Qu'est-ce que le gouvernement met en place pour aider, pour encadrer les jeunes au moment où on se parle, pour améliorer le milieu scolaire? Oui, en fait, dans la société québécoise, et là, tout parti confondu, ce n'est pas un parti particulier, mais tout parti confondu, on se rend bien compte que si on veut que les jeunes réussissent, il faut qu'ils aient des bons profs, des bons programmes, mais un bon climat. Et donc, vous faites référence à la lutte contre l'intimidation et la violence, qui est un vrai fléau quand il y a ça dans les écoles. Il y a maintenant une loi qui oblige les écoles à avoir tout un plan d'action. Et les plans d'action, ils arrivent, là. À partir de janvier, ils arrivent. Il y a des écoles qui ont déjà mis des mesures en place, mais par exemple, dans des écoles, il doit y avoir une personne qui est responsable, qu'on lui rapporte les cas d'intimidation. Mais moi, j'ai vu des cas où des élèves entre eux sont des ressources quand il y a un problème. Il y a une école où ils m'ont fait des petits jeux de rôle, par exemple, quand c'était la semaine contre l'intimidation et la violence cet automne, où ils miment un jeune qui est un intimidateur, puis l'autre qui est un intimidé, parce qu'il faut travailler sur les deux. Le jeune qui intimide l'autre, il a autant de problèmes que celui qui est intimidé. Et donc, se dire que l'école est un milieu de vie dans lequel on fait du sport, dans lequel on lutte contre la violence, dans lequel on essaie de manger sainement, dans lequel on a du plaisir à être ensemble, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, puis je sais aussi, présentement, pour le programme pour contrer l'intimidation, il y a ce que vous appelez les héros ordinaires, qui justement pour encourager les jeunes à dénoncer ou à aider les victimes ou même les bourreaux d'intimidation. On parle aussi de santé à l'école. Il y a des trucs qui sont mis en place pour ça. Plutôt, il y a quelques années, c'était changer les menus, interdire la malbouffe. C'est un combat qu'il faut continuer. Oui, c'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile parce qu'il y a des tendances lourdes à vouloir consommer des choses moins bonnes et aussi, ça coûte moins cher. Donc, il faut trouver vraiment un équilibre. Mais je pense malgré tout que nos enfants ont acquis des habitudes. Par exemple, ils savent
ils savent dire quelles sont les catégories d'aliments que chaque jour il faut manger, combien de portions de fruits et légumes, qu'est-ce que c'est des protéines, où on les trouve et tout ça. Reculer quelques années en arrière, là, les enfants ne savaient pas trop ce que c'était. Mais c'est important parce que des enfants qui ne mangent pas bien, ils ne peuvent pas bien apprendre non plus, ne peuvent pas se concentrer. Et ça me permet de dire que ce que je fais dans le milieu de l'éducation, je veux le faire aussi en concertation avec mon collègue de la santé, Régent Hébert, entre autres, même la politique du loisir et du sport, parce que c'est préventif pour la santé. Des gens en forme seront moins malades et vont rester actifs beaucoup plus longtemps dans leur vie. Alors, on veut travailler ça ensemble. Les saines habitudes de vie, il faut mettre en valeur. On a presque plus de temps pour terminer. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a à surveiller dans le milieu de l'éducation prochainement, dans l'année à venir? Outre ce dont nous avons parlé, je vous dirais quelque chose d'un peu global. Moi, je crois que les enfants ont tous, dès qu'ils viennent au monde, le goût d'apprendre. Et que tout le système de l'éducation doit être au service de ce goût d'apprendre. Et alors, ce qui s'en vient pour moi, c'est aussi de nouvelles façons de valoriser le rôle des enseignants qui aident les jeunes à apprendre. Ce qui s'en vient aussi, c'est de rénover nos écoles et de mieux les équiper. Ce qui s'en vient, c'est d'avoir, comme je vous disais, une politique avec des jeunes qui, dès 4 ans, vont être capables de s'acclimater à l'école. Donc, toutes choses qui permettent de bien cultiver le goût d'apprendre. Puis quand on l'a cultivé à l'école, je pense qu'on le garde toute sa vie. Bien, Madame Malavoie, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Je vous souhaite une bonne journée puis au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.